Imaginons un instant que les fichiers les plus importants qui circulent sur Internet soient comme des cartes postales, lisibles par n'importe qui. Eh bien, c'est souvent le cas avec un serveur FTP classique. Aujourd'hui, on va voir comment transformer cette carte postale en un colis blindé grâce au FTPS. C'est la question essentielle. Quand on envoie un fichier, surtout un fichier avec des infos sensibles, on s'attend à ce qu'il arrive à bon port. Et c'est tout. Le problème, c'est que sans une bonne protection, c'est un peu comme si on laissait la porte de chez soi grande ouverte. Et voilà, le cœur du problème est juste là, sous nos yeux. D'un côté, le FTP standard. Tout, absolument tout est en clair. Les identifiants, les mots de passe, le contenu des fichiers, c'est un livre ouvert. De l'autre côté, le FTPS. Lui, il enveloppe tout ça dans une couche de chiffrement qui rend le tout complètement indéchiffrable pour un espion. La différence, ce n'est pas juste un détail, c'est absolument fondamental. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre pourquoi cette sécurisation est si cruciale, il faut d'abord saisir les risques qui sont propres au protocole FTP de base. Le FTP, on peut dire que c'est un peu l'ancêtre des protocoles réseau. Il vient d'une époque où Internet était un lieu de confiance, où l'efficacité primait sur tout le reste. Son but était simple, transférer des fichiers. Point. La sécurité, ce n'était tout simplement pas une priorité à l'époque. Et c'est justement là que sa conception d'origine devient une faille de sécurité béante. Le fait qu'il communique en texte clair, ça veut dire que n'importe qui, avec des outils très simples, peut absolument tout voir passer sur le réseau. C'est comme si on envoyait ses identifiants bancaires sur une carte postale en croisant les doigts pour que personne ne la lise en chemin. Heureusement, il existe une solution solide et éprouvée pour combler cette faille. Il ne s'agit pas de réinventer la roue, non, mais plutôt d'ajouter une couche de protection qui est devenue indispensable. Et cette fameuse couche de protection, c'est le protocole TLS ou son ancêtre SSL. Ce n'est pas une technologie sortie de nulle part, c'est exactement la même qui sécurise la quasi-totalité de nos activités sur le web, celle qui fait apparaître le petit cadenas dans la barre d'adresse du navigateur. Elle fait deux choses capitales, chiffrer les données pour qu'elles restent secrètes et authentifier le serveur pour être certain qu'on parle à la bonne machine et pas à un imposteur. Pour bien comprendre son fonctionnement, la source utilise une analogie parfaite. Le certificat, c'est comme une empreinte digitale électronique pour le serveur. C'est une signature qui est unique, infalsifiable et qui prouve son identité. Grâce à ça, impossible pour un pirate de se faire passer pour le vrai serveur. Alors, comment on obtient cette fameuse empreinte digitale? On va voir comment en générer une nous-mêmes. C'est la toute première étape pratique de la configuration. Tout se passe en ligne de commande, mais c'est un processus très guidé. On lance l'outil OpenSSL, qui est un peu le couteau suisse de la cryptographie, et il va poser une série de questions pour personnaliser le certificat, le pays, l'organisation, etc. Une fois que c'est fait, on obtient deux fichiers qui sont cruciaux. Le premier, c'est le certificat public. C'est comme un cadenas ouvert qu'on peut distribuer à tout le monde. Le second, c'est la clé privée, la seule et unique clé capable d'ouvrir ce cadenas. Et celle-là, il faut la garder secrète comme un trésor. Attention, un petit détail qui a toute son importance, par défaut, ce certificat qu'on vient de créer n'est valide que pour 1 an, 365 jours. Il est donc absolument crucial de mettre un rappel dans son agenda pour le renouveler, sinon, un beau matin, la sécurité s'arrête net. Bon, on a notre empreinte digitale et notre clé secrète. Il ne reste plus qu'à dire au logiciel de serveur FTP, dans cet exemple VSFTD, qui est l'un des plus connus sur Linux, de les utiliser pour sécuriser toutes les connexions à venir. On commence par ouvrir le fichier de configuration de VSFTPD. Le premier interrupteur à basculer, c'est SSL Enable sur Yes. Ensuite, on verrouille un peu plus, on bloque les connexions anonymes en SSL et surtout, on force tous les utilisateurs à passer par le tunnel chiffré, que ce soit pour se connecter ou pour transférer des données. Aucune exception ne sera tolérée. Deuxième étape, il faut indiquer au serveur où trouver notre fameuse empreinte digitale. On lui dit d'utiliser des protocoles modernes et solides comme TLS V1, tout en s'assurant de bien fermer la porte aux anciennes versions comme SSL V2 et V3, qui ont des failles de sécurité connues. Et enfin, on lui donne les chemins exacts vers nos deux fichiers, le certificat public et la clé privée. Et pour un contrôle encore plus fin, VSFTPD permet de mettre en place une liste blanche. On peut créer un fichier qui contient uniquement les noms des utilisateurs autorisés, comme Ahmed dans l'exemple de la source. Si un nom d'utilisateur n'est pas sur cette liste, la porte reste fermée. C'est une excellente couche de sécurité supplémentaire. En résumé, ce qu'il faut retenir est assez simple. Le FTP de base, c'est dangereux pour les données sensibles. Le FTPS, lui, résout ce problème en utilisant le chiffrement TLS/SSL. Pour le mettre en place, il faut créer un certificat et configurer le serveur avec précision. Pas seulement pour permettre les connexions sécurisées, mais pour les exiger.
Sécuriser son serveur FTP, c'est une étape importante, c'est certain. Mais en sécurité informatique, chaque porte que l'on verrouille nous fait souvent en découvrir une autre, une qui est peut-être moins évidente. La vraie question est donc, maintenant que ce point d'accès est protégé, quelle est la prochaine étape pour blinder une infrastructure? Après tout, la sécurité, ce n'est pas une destination, c'est un processus permanent.